Monsieur Jérôme Garcin, vous êtes journaliste, écrivain, critique littéraire. Aujourd'hui, vous assurez les fonctions de directeur des pages culturelles du Nouvel Observateur. Vous êtes le producteur et l'animateur de Le Masque et la Plume, émission littéraire sur France Inter, que vous animez depuis 1989. Vous êtes en somme, monsieur, un homme de livres, un homme de culture, un humaniste. Mais vous aimez aussi vous ressourcer, de temps à autre, quand vos cavalcades journalistiques et littéraires vous le permettent, dans les paysages ombreux de votre Normandie, celle qui a bercé votre adolescence, et que vous avez quittée à la mort de vos grands-parents. Monsieur Jérôme Garcin, merci d'avoir accepté d'arpenter avec nous quelques années cavalières, celle du prix littéraire de la sélection 2012. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est tout simplement quelques accidents de la vie qui m'ont d'ailleurs amené à écrire tard. C'est-à-dire pendant des années, pour ne pas dire des décennies, je me suis écarté de moi-même parce que ça m'arrangeait, c'était plus confortable de vivre vite. Le grand mérite de c'est une banalité, mais c'est vrai dans mon cas de la presse, c'est que ça porte bien son nom. C'est un métier pressé qui évite de se regarder, de tourner autour de soi et surtout dans mon cas particulier, de revenir en arrière. Et c'est la raison pour laquelle, ce que je raconte dans Olivier, c'est-à-dire le fait de vivre avec en moi ces deux disparitions qui ont fondé ma vie, c'est-à-dire la mort de mon père quand j'avais 17 ans et qui s'est tué, lui, d'une chute de cheval, précédé à 6 ans de la disparition de mon frère jumeau presque sous mes yeux, sont des choses que j'ai préféré enfouir en moi. Et la meilleure manière de laisser reposer ces drames-là, c'est évidemment de les contourner. Et la presse, c'est-à-dire essentiellement la presse écrite, mais aussi un peu la télévision pendant quelques années, et la radio ensuite, m'ont confortablement mis à l'écart de tout ça. Et puis, un jour, il s'est passé ici même, dans cette région, une chose toute simple. Mon fils aîné, Gabriel, qui avait à l'époque 6 ans, a voulu faire du poney. Et en fait, il ne savait pas très bien ce que j'avais vécu. C'est-à-dire la manière dont son grand-père, dont mon père était mort. Je le vois un jour me tendre les rênes de son poney et me dire « Papa, tu devrais monter à cheval ». Et je l'ai pris au mot. Et puis voilà, et je me suis mis à monter. Et puis, un jour, j'ai été, disons, pas trop mauvais cavalier pour pouvoir partir seul en forêt avec un cheval. Et là, il s'est passé quelque chose qui est assez inouï, c'est-à-dire que j'ai éprouvé un bonheur très fort. J'ai fait un peu la paix avec mes fantômes. Et c'était le déclenchement. Je me suis dit, finalement, il faut peut-être que j'écrive ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire cette chose assez rare dans une vie qui consiste à éprouver de la passion pour une activité, un sport, enfin ce que vous voulez, une discipline qui avait tout simplement tué mon père. Et la selle est devenue, ce jour-là, une sorte, de divan. C'est-à-dire que je me suis presque allongé sur cette selle et je me suis dit, tiens, je vais commencer à écrire. Et c'est comme ça que j'ai écrit les premières pages de La Chute de cheval. La Chute de cheval a entraîné Théâtre intime, tardivement Olivier. Et ce sont des livres qui sont nés vraiment de la réconciliation avec le cheval et de l'idée qui maintenant ne me quitte plus et qui est un peu étrange, c'est que je ne peux écrire que si je monte, je ne peux monter que si j'écris, et je ne peux faire les deux activités que quand je suis ici. C'est la raison pour laquelle j'ai une vie, il y a un mot que j'aime beaucoup en équitation, c'est l'équilibre. Mais j'ai une vie très équilibrée, mais qui est en même temps totalement schizophrénique. C'est-à-dire j'ai 4 jours de ma vie professionnelle où je cours un peu après le temps, comme ça, derrière le micro, et puis pour boucler un journal. Et puis j'ai
Le reste de la semaine, c'est ici, où là, je quitte tout et je ne me consacre qu'à écrire et qu'à monter. Donc voilà, l'écriture chez moi, elle n'est vraiment née que des retrouvailles étranges, paradoxales, troublantes, passionnantes et au début un peu douloureuses avec ce cheval que pendant des décennies j'avais fui, que j'avais haï, que j'avais repoussé, et qui explique aussi la raison pour laquelle j'ai compris que je ne saurais écrire que, évidemment, en tout cas pour beaucoup de mes livres, que dans l'évocation de ceux qui m'avaient quitté. Pourquoi avoir attendu d'avoir plus de 50 ans pour écrire ce roman? Avoir attendu si longtemps, c'est tout simplement parce que pendant 50 ans, je ne pouvais même pas en parler. Ce que je fais là, à l'instant avec vous cet après-midi, c'est-à-dire avec un micro parler de ça, c'était pour moi même pas imaginable. J'ai tellement enfoui cette mort que je n'ai jamais... Je n'ai pas fait d'analyse, de psychanalyse, je n'ai pas rencontré de psychothérapeute. J'en ai fait mon affaire tellement personnelle que j'avais cru que je pourrais, jusqu'à la fin de mes jours, vivre avec ça sans jamais en parler. Et puis il s'est passé, je pense, quelque chose qui est là pour le coup de l'ordre de l'indéfinissable et de l'inexplicable. C'est qu'effectivement j'ai commencé un jour anniversaire, un 4 octobre, ce récit, mais je l'ai commencé en me disant, je ne dirai pas jusqu'au bout, et si j'y vais, de toutes les manières, je ne le publierai pas. Donc j'étais dans cette hypothèse-là, et puis c'est devenu effectivement le journal d'un dialogue quotidien, comme je l'ai depuis toujours, sans avoir jamais osé l'avouer, avec mon double disparu. Et c'est passé une chose qui est absolument inouïe. Je me suis mis à comprendre des choses et même à me poser des questions que j'avais réussi à totalement mettre de côté pendant presque 50 ans, ce qui est inouï. Et des choses essentielles, enfin fondamentales, qui tiennent, et que j'évoque dans le livre, à ma propre vie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire quoi que de survivre à son autre soi-même. C'est même l'idée de culpabilité, qui évidemment n'a fait que croître avec les ans. Le fait d'avoir été là dans une scène, évidemment, qui, même 50 ans après, que je pourrais décrire au quart de seconde près, c'est-à-dire cette voiture qui arrive, qui renverse mon frère sous mes yeux. C'est passé cette chose inouïe, c'est que Olivier, qui a été renversé sous mes yeux, je n'ai pas pu aller à son enterrement. On m'a envoyé dans une ferme dans le Berry, chez des cousins, pour que je n'assiste pas à ce qui évidemment a été un manque fondamental, puisque, vous savez, on dit souvent que le cercueil, quelle que soit sa taille, grand ou petit, comme c'était le cas pour Olivier, tout petit même, il faut le voir devant. Et quand on le voit devant, je pense qu'on résout effectivement beaucoup de problèmes. Or, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai même pas vu enterré, et je pense que ça a été voilà, ce sont des erreurs de l'époque. Je pense que ça a été fait par mes parents pour des raisons parfaitement louables, et qui sont celles de la compassion, de la protection, du réconfort, mais que je pense que c'est une erreur. Et donc, j'ai un souvenir très précis de mon entrée dans une école communale à 6 ans. Et évidemment, je vois encore cette cour dans laquelle j'entrais après l'été, à la rentrée de septembre 62, et cette cour était un gouffre pour moi. Je ne comprenais pas comment même je pouvais être là sans mon double qui venait de mourir. Voilà, j'ai un souvenir physique de ce qu'est le miracle de la gémellité, c'est-à-dire être deux en ne faisant qu'un, être inséparables, vivre tout ensemble, et évidemment ça rend la perte du double, quand elle arrive, absolument abyssale, monstrueuse. Il se trouve que moi j'y ai survécu. Pourquoi est-ce que c'est lui qui
qui a traversé cette route et pas moi. Cette culpabilité, je vis avec elle encore aujourd'hui, mais je n'avais jamais osé non seulement me l'avouer, mais même la dire à mes proches. Et voilà, et tout est venu avec une violence assez radicale, il faut dire la vérité. C'est peut-être le seul livre que j'ai, c'est un mot que je n'utilise jamais, mais que j'ai tant souffert à écrire. Enfin, c'était quelque chose qui, parce que ça revenait très très violemment, je me suis un peu protégé de moi-même en parlant beaucoup de la disparition de mon père, de cette chute de cheval en forêt, en croyant que c'était l'axe de ma vie. Et en fait, non. Derrière ça, il y avait la mort d'Olivier. Et d'ailleurs, c'est la mort d'Olivier qui a poussé de manière frénétique mon père, qui était tout sauf un sportif, à choisir un jour de monter. Donc il y a quelque chose d'incroyable que ce récit, effectivement, Olivier a fait surgir pendant l'année où je l'ai écrit, sans que je sache pourquoi j'ai décidé de le faire. Ça, je ne peux pas répondre vraiment à cette question. C'est venu incroyablement tard. Les enfants sont venus. 1, 2, 3, un garçon, une fille, un garçon. des œuvres d'art vivantes, D'immenses toutes petites vies, des promesses d'extase. de tempétueuses sources de vie. Et chacun, me semble-t-il, déjà son caractère propre malgré le sang commun. Anne-Marie leur donnait la vie, les créer, les lécher. Je coupais le cordon, les nettoyais, les serrais contre mon père. Et l'on savait le champagne dans la salle de travail qui sentait à la fois le raisin blanc et le désinfectant. Je n'ai jamais été plus heureux, ni versé tant de larmes. J'aurais voulu hurler mon bonheur d'être vivant 3 fois plus vivant qu'avant la naissance. J'ai appris avec eux qu'on pouvait pleurer de plaisir. Et que la joie est paradoxale. J'ai en effet tellement aimé les voir grandir que je souffre aujourd'hui de ne plus pouvoir les bercer. Leur enfance blondelée me manque. Elle me rendait si léger. Jusqu'au bout des doigts, j'éprouve encore le regret de ne plus pouvoir les langer, les changer, les masser, les nourrir d'une cuisine sommaire et trop généreuse, les hisser sur mes épaules. Oh, leurs petites jambes tièdes et potelées autour de mon cou. Les porter sur le ventre dans un sac kangourou, les promener sous les arbres, les précéder à ski, les suivre dans l'eau, les rassurer, les dévorer et m'endormir dans leur souffle d'ange. À tort ou à raison, sans doute plus à tort, j'ai été papa-maman, toujours trop inquiet de ce qui pouvait leur arriver. Afin de rétablir une autorité parfois défaillante, Anne-Marie s'appliquait à être une maman-papa et corriger, à juste titre, mes complaisances, mes indulgences, mes excès d'effusion. Tous les 5, nous sommes les mains et les doigts d'une même main caressante. Pour vous, le principal propos de la littérature est-il de surmonter la mort? C'est clair que si je me suis mis à écrire, c'est évidemment pour faire revenir ceux qui ont disparu, mais c'est aussi, j'y pense évidemment en écoutant la page que vous avez si bien lue tout à l'heure, parce que je reste malgré tout paniqué par la menace de me voir retirer ce que j'aime. Le problème de ces morts accidentelles très précoces, que ce soit mon père, que ce soit mon frère, c'est que ça a créé chez moi une idée de l'espace-temps qui est très particulière. Quand il y a quelques années, je me vois encore, j'étais à cheval, j'avais 45 ans, le jour exact, à l'âge exact où mon père a été tué. Moi qui n'ai jamais peur à cheval, c'est le seul jour où j'ai vraiment eu un petit frisson. Et dans l'heure qui a suivi, je me suis dit, je suis en train de surmonter cette idée aussi que les pères disparaissent à 45 ans. Tout ça, c'est un espace-temps, évidemment, qui est fondé sur les drames que j'ai vécus, qui ne facilite pas la vie, qui peut me mettre dans un état de panique parce que je suis toujours convaincu que le pire va arriver, que ce soit une voiture, que ce soit un cheval qui s'emballe. Ça crée un rapport étrange avec l'existence qui fait aussi que
j'ai inconsciemment beaucoup écrit dans d'autres livres sur des vies brèves. Un de mes premiers livres, c'était un portrait de l'écrivain résistant Jean Prévost, qui a été tué par les Allemands au pied du Vercors. Il avait 40 ans et des poussières. Après, j'ai consacré un roman, Héros de Seychelles, qui est un personnage totalement oublié de la Révolution française. Il a été guillotiné à 34 ans. Et quelqu'un m'a dit, mais un jour, il m'a mis le doigt sur cette évidence que je n'arrivais pas à faire vieillir mes personnages, qu'ils soient réels ou fictifs. Comme si cet espace-temps dont je vous parle était tellement inscrit dans ma chair que je n'arrivais pas à aller au-delà de ce que je crois toujours être des vies arrêtées, des vies brèves, et comme si c'était inévitable. La passion de l'équitation, transmise par votre père, le bonheur d'être à cheval, vous l'expliquez explicitement dans votre roman par l'idée de retrouver un sentiment de fusion parfaite. Le personnage de l'écuyer, dans l'écuyer mirobolant, Bartabas, vous-même ou votre épouse, pouvez représenter ce rêve de fusion, de parfaite harmonie entre l'homme et le cheval. N'est-ce pas toutefois un mythe? Ah si, c'est un mythe, c'est même une légende, c'est aussi une illusion. Mais c'est pareil, il m'a fallu écrire Olivier pour réaliser, alors peut-être que je me trompe et peut-être que je romantise les choses, mais de la même manière que je suis convaincu que, pour en revenir à une des questions du début, c'est que si je travaille beaucoup et toujours autant, c'est parce que j'ai eu très, très tôt le sentiment inexprimé qu'il fallait que je travaille pour deux. De la même manière, je suis presque convaincu que la passion du cheval est née aussi du fait que c'est la seule activité qui me donne 4 jambes. Comme si c'était le prolongement physique d'une gémellité perdue et forcément idéale. Je ne le dirai jamais assez, sans les chevaux, je n'écrirais pas. Sans les chevaux, je pense que je n'aurais pas fait la paix avec mes fantômes. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude à leur égard. Et ils ne parlent pas, ils ne disent rien. C'est un animal qui exprime apparemment très peu de choses. Mais en revanche, ce qu'il m'a donné n'a pas de prix. Avez-vous l'impression d'être soulagé d'un poids après la lecture de ce récit autobiographique? Oui, on peut dire que soulager, ça ne soigne rien. Ce qui me soulage, c'est de savoir que, en fait, étrangement, que je n'ai plus à le cacher. Maintenant, ça ne résout pas l'essentiel, c'est-à-dire que le double me manque aujourd'hui comme il me manquait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est quelque chose avec lequel je sais que je vais devoir vivre jusqu'au bout. En ce sens, il n'y a pas de vertu thérapeutique à l'écriture de ce livre. Mais on peut appeler ça un soulagement. Ce que j'aime tant dans le cheval, c'est que c'est une activité qui vous allège. D'abord, on reporte son poids, mais aussi, je dirais, tous ses problèmes, ses soucis sur le dos du cheval. Mais en même temps, il vous met à une altitude qui est assez miraculeuse, entre terre et ciel, qui n'a pas vraiment de définition. Et il y a un peu de ça aussi dans l'écriture, je pense. C'est-à-dire que ce qu'on confie à la page, c'est un peu comme ce qu'on donne à un cheval, c'est-à-dire on reporte sur lui un poids, et en ce sens, effectivement, on peut dire que ça soulage. Je trouve que l'expérience est formidable. Moi, j'aurais aimé la vivre. Je pense qu'en plus, ce qu'on leur demande ici, qui est non seulement de lire, mais de savoir exprimer les émotions, les impressions, voire les rejets qu'ils peuvent éprouver en lisant un texte, c'est-à-dire faire un exercice déjà critique, ajoute, à mon avis, à la qualité de la formule. Rien que l'idée que l'écrivain n'est pas exclusivement mort, exclusivement statufié, exclusivement muet, est déjà formidable. Parce que c'est ça aussi, faire lire les contemporains, c'est aussi accepter l'idée pour un élève que le livre qu'il tient entre les mains est écrit par quelqu'un qui habite pas loin, qui fait même peut-être les courses dans le même endroit que vous, c'est rendre la littérature vivante. Je pense que le jeune lecteur est sensible
à l'émotion avant toute autre chose. Si l'émotion passe, il n'y a pas de génération.